et on va attaquer tout ça. Ouais, les PDF, ils sont quand même grands, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos dans le PDF. Donc on va y aller petit à petit. Alors, les futurs vs les options, comprendre la différence. Les deux marchés sont des marchés dérivés. Ça peut paraître perturbant parce que on a tendance à dire que quand on parle des marchés dérivés, on a tendance à critiquer les marchés dérivés en règle générale. Quand on parle de marchés dérivés, je vous parle souvent des CFD en vous disant les CFD c'est pas bien parce que les CFD c'est un marché dérivé. Et en laissant plus ou moins entendre que le marché futur est le véritable marché parce qu'il est indexé au prix réel du marché. La réalité, c'est que les deux sont deux marchés dérivés. Il y a un qui est dérivé, le CFD, mais relié directement au prix du broker. C'est le broker qui est, comment dire, qui va décider du prix. C'est un produit qui lui appartient. Donc là, effectivement, c'est ça que j'aime pas. De l'autre côté, c'est aussi un produit dérivé parce que donc par exemple, si on parle du Nasdaq 100, le Nasdaq 100, vous ne pouvez pas le trader directement. Ce n'est pas possible. Les banques peuvent, certaines banques, qui ont des licences spécifiques, mais en général, on ne travaille pas directement le produit. On travaille un dérivé du produit, un sous-produit. Donc ça, on en parlera également. Donc c'est pour ça qu'on dit que le marché futur est un dérivé qui est indexé sur le prix du marché, on est d'accord, pas sur le marché du broker, hein. Donc on a ce marché futur et on a le marché option qui est également un dérivé du véritable marché. Alors pas forcément sur le véritable marché, ça peut être également un dérivé du dérivé. Ça paraît bizarre. Imaginons, on peut très bien avoir une option sur le ES. Mais si vous avez une option sur le ES, on est en fait sur une option qui est donc un dérivé du fameux dérivé, le ES. Donc c'est un petit peu particulier, mais on en parlera plus dans le détail, je vous expliquerai vraiment le fonctionnement de tout ça. La plus grosse différence, à mon sens, est sur le fait que le marché futur est en fait une obligation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation dans les marchés financiers? Une obligation, c'est un... Vous allez donc acheter, par exemple, votre futur, le ES, pour donner l'exemple. Si vous achetez le ES, ben, concrètement, vous prenez une position sur le produit du ES. Vous êtes dans l'obligation, en fait. Vous avez pris une position dans le ES. Donc on dit en fait que vous êtes obligé. C'est-à-dire que du moment que vous avez pris une position, vous avez acheté réellement le marché. C'est là où il y a la différence avec l'option. Le marché, vous avez pris une position, vous avez donc l'obligation soit de l'acheter, soit de le vendre. Ça dépend si vous êtes acheteur ou vendeur. Mais vous avez pris la décision, soit de l'acheter, soit de le vendre. Officiellement, il y avait un discours un truc qui était intéressant, sur quoi nous on a beaucoup rigolé. C'était sur l'histoire d'un trader qui avait acheté du pétrole et à la fin de l'échéance, c'est-à-dire que vous avez des échéances tous les 3 mois quand vous regardez les futurs, avec le ES par exemple, tous les 3 mois, donc au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre et au mois de décembre, vous avez les fins de contrat. Les fins de contrat et on switch entre le contrat précédent ou avec un nouveau contrat. Et ce switch entre les deux contrats, c'est le rollover. Donc c'est le moment de changement de contrat. En fin de compte, c'est l'échéance, c'est la fin du contrat, de l'ancien contrat qui arrive à telle date. Par exemple, sur les ES, donc c'est tous les troisièmes vendredis du mois, tous les 3 mois. Donc tous les troisièmes vendredis du mois, vous avez cette espèce d'échéance. Ça veut dire que concrètement, le lendemain de l'échéance, le contrat est fermé. Il n'y a plus la possibilité de prendre de position ou de sortir d'une position. C'est fini. L'obligation, c'est que si vous êtes toujours en position, ben, vous avez l'obligation d'acheter ce que vous avez pris.
Par exemple, nous, là où on avait beaucoup rigolé, c'était un trader pétrole qui n'avait pas fermé ses positions à échéance. Et du fait qu'il n'avait pas fermé ses positions à échéance, il s'est retrouvé dans la situation où il a eu les places de marché qui lui ont téléphoné le lendemain de l'échéance pour savoir où c'est qu'ils allaient livrer le pétrole qu'il avait commandé. Alors nous, ça nous avait fait marrer, mais officiellement, c'est ce cas de figure-là. Quand vous achetez en futur, vous achetez réellement quelque chose sur le marché. C'est une obligation. Vous avez réellement pris cette position acheteuse dans le marché. Et quand vous vendez, vous avez vraiment vendu réellement le marché. Donc c'est une obligation. Vous êtes dans l'obligation d'acheter ou de vendre. Donc l'impact direct, quand on est sur futur, c'est que, imaginons que le ES était à 5000, si le marché monte à 5010, vous avez pris 10 points. Si le marché descend et vend, baisse, et passe de 5000 à 9000, à 4950, ben vous avez perdu 50 points. Donc officiellement, votre prise de position, elle va dépendre directement du prix du marché. Et quoi qu'il en soit, vous êtes rentré en position. Donc pour vous libérer de la position, si vous êtes acheteur, il va falloir vendre pour sortir de la position. Bon bref, ça vous connaissez le discours, c'est le discours qu'on a toujours tous les jours sur le futur. Vous rentrez en position, il va falloir sortir à un moment donné de la position. Vous êtes dans l'obligation de prendre la position. Donc vous êtes directement impacté sur cette position. On a tendance à dire aussi, imaginons que demain, vous ne mettez ni TP ni SL dans une position future. Si vous ne mettez pas de TP ou de SL, théoriquement, vos gains ou pertes sont illimités. Théoriquement, je parle bien de théoriquement. C'est-à-dire que théoriquement, le marché s'écroulerait totalement. Tout ce que vous avez engagé dans le marché, plus l'intégralité de votre capital, pourrait fondre comme neige au soleil. La perte peut être totale vis-à-vis de votre prise de position si le marché décide de se retourner. Donc une perte totale existe. Dans certains cas de figure, bon maintenant il y a des protections, mais quand moi j'ai commencé le trading, il n'y avait pas ces protections-là. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la marge de maintenance, qui fait en sorte que du moment que vous avez le capital de la marge de maintenance, vous pouvez maintenir votre position ouverte. Quand moi j'ai commencé le trading, il n'y avait pas la marge de maintenance, ça n'existait pas. Ce qui veut dire que si on perdait de l'argent sur les marchés et qu'on cramait le capital, le broker pouvait en gros revenir vers vous en vous disant vous avez perdu plus que votre capital. Imaginons que vous n'avez pas fait votre position, vous avez un capital à moins 1000, moins 2000, moins 3000. Le broker peut vous contacter pour vous dire vous êtes à moins 3000, il va falloir payer. Ça, c'était le cas d'avant. Aujourd'hui, avec cette marge de maintenance, on est quand même protégé un petit peu dans la position. Mais bon, ça c'est le cas de la marge de maintenance et c'est un peu spécifique. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à notre histoire de gain ou de perte illimitée, quand vous êtes dans les futurs, donc vous avez pris une position sur futur et si vous la laissez se dérouler jusqu'à échéance, c'est-à-dire que vous prenez une position maintenant et vous attendez le 3e vendredi du mois de juin, parce que là on est au mois de mai, vous avez la clôture du marché et la clôture d'échéance du contrat et vous serez dans l'obligation d'acheter ce que vous avez pris comme position. C'est une obligation, vous n'avez pas le choix. Dans ce cas de figure-là, ça sous-entend que si le marché donc, monte, vous avez la possibilité de prendre des gains potentiellement illimités. Je précise bien, c'est potentiellement illimité. Parce qu'officiellement, si vous avez pris une position il y a 20 ans en arrière et que le marché a continué à monter, le marché monte. Il n'y a pas de limitation dans cette montée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés sont à, on va dire, à 28 000 sur le Nasdaq. Si dans 3 mois, ils arrivent à 52 000, ils seront à 52 000. Bon, j'ai une bêtise au niveau des tarifs, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limitation dans les gains. C'est dans le même principe, il n'y a pas officiellement de limitation dans les pertes potentielles. Donc ça, c'est le marché futur. Le marché obligation, c'est différent. En fait,
on n'achète pas une obligation, on achète un droit. Et le terme, il est là. La différence, elle est là. C'est-à-dire que, en fait, vous avez le droit d'acheter. Le droit d'acheter, ça veut dire que vous avez le droit de refuser. Imaginons que vous avez pris une position, vous la laissez découler. Mais le prix ne vous convient pas, le prix est redescendu. Vous avez le droit de dire, ah ben non, il est descendu trop bas, moi j'en veux plus. Ça ne m'intéresse pas cette action. Le marché est trop descendu. Ça, c'est un droit. Vous avez le droit de refuser la transaction. Ce qui n'est pas le cas chez les futurs. Les futurs, vous rentrez en position, le marché monte ou descend, vous êtes dans l'obligation. C'est fait. La transaction est validée. Quand vous êtes en option, on rentre dans la position, officiellement, et en fait, on achète ce qu'on appelle un droit. C'est le prix de la prime. On en parlera plus tard. Une fois que vous avez acheté ce droit, ben, vous avez le droit de vous rétracter si vous le désirez. C'est-à-dire que si l'action ne fait pas ce que vous voulez, vous avez le droit de dire non, j'en veux pas. C'est le droit. Donc ça, c'est un tout petit peu particulier par rapport au langage qu'on peut avoir vis-à-vis de nous, ce qu'on a l'habitude avec les futurs, parce que nous, on sait très bien que pour sortir d'une position, ben, tu es rentré dans une position, tu dois forcément vendre pour sortir de ta position, tu sais que quoi qu'il en soit, tu es dans un système d'obligation une fois que tu es rentré. Et les options, tu rentres dans la position et tu as le droit de dire non, j'ai changé d'avis, non, ça va pas. Ça ne me va pas dans mon sens, ça ne me plaît pas, donc je change d'avis, je refuse. Et je ne veux pas faire la transaction. Donc là, tu as le droit. C'est très particulier cette histoire, hein. On va en parler également. Donc du coup, le marché des options est un droit et non une obligation. D'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé avant la date donnée. Ça, c'est important également. Quand on parle de futur, l'obligation, elle va jusqu'à l'échéance. Et à échéance, donc le jour de la clôture du contrat, si vous êtes toujours en position, vous êtes dans l'obligation de prendre ce que vous avez acheté. Sur les options, le droit s'applique jusqu'à l'échéance. Donc vous avez le droit de vous rétracter et de refuser une transaction. Ok. Donc tu as le choix d'exercer ou de ne pas exercer. D'exercer ta position, donc d'exercer ton droit ou de ne pas exercer ton droit. Tu as le droit de choisir si tu veux prendre ou pas cette position. Tu as le droit également de ne rien faire et d'abandonner. C'est-à-dire d'abandonner la position. Ok. Un exemple. On parlera plus dans le détail après de à quoi ça correspond, mais vite fait, un call. Un call, c'est un appel, donc c'est une prise de position acheteuse. Donc un call à 5000 sur le ES par exemple, ça veut dire que la cotation est à 5000 et vous avez désiré prendre une position acheteuse sur ce fameux marché. Donc si vous prenez une position sur le marché des options, un call sur le marché des options, et le marché monte, super, le marché monte à 5100. C'est bien, il a pris de la valeur. À ce moment-là, officiellement, au même titre que sur le marché des futurs, il n'y a pas de limite dans la progression. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une position à 5000, elle est montée à 5100, ben vous avez pris 100 points. Le marché décide de monter encore plus, de prendre, je sais pas moi, il pourrait monter à 5200, à 6000, à 7000, à 8000, on s'en fout. Tant qu'il monte, ben, il prend de la valeur. Le potentiel de gain, on a tendance à dire qu'il est illimité. Vous avez un potentiel de gain illimité. La vision qu'on a sur le marché, dans le cas où le marché n'est pas acheteur, et dans le cas où il est soit resté à 5000, soit il perd de la valeur, vous allez payer ce qu'on appelle une prime. La prime, c'est une prime que les acheteurs payent aux vendeurs pour pouvoir rentrer en position. Une fois que vous payez cette prime,
c'est la perte max tolérée. Cette perte, imaginons que la prime est à 50, vous ne pouvez pas perdre plus que 50. C'est le max de ce que vous êtes prêt à perdre. C'est le prix de la prime. Pas plus. Et que vous décidez de ne pas prendre la position, c'est-à-dire d'abandonner, hein, de faire valoir votre droit d'abandonner, de ne pas continuer avec cette action-là, vous perdez la valeur de la prime. Imaginons, je vous donne un exemple vite fait, le marché reste à 5000. Il ne bouge pas, il est à 5000. Vous êtes rentré à 5000, il est toujours à 5000. Ben, vous perdez le prix de la prime. Vous avez dépensé 50 pour rentrer, c'est fini. Ces 50, ils sont perdus. Le marché monte, il arrive à 100, vous avez pris 100 de bénéf. Potentiellement, s'il monte à 200, 300, 400, 500, on s'en fout, vous prenez. Ça, c'est du bénéf. Imaginons que le marché descend de 50, ben, vous avez payé une prime à 50, vous avez perdu vos 50. Il perd 200, ben, on s'en fout. Vous payez la prime de 50. Donc vous perdez que 50 et pas 200. Vous avez perdu que la valeur de la prime. C'est tout. Donc quel que soit le montant de perte potentielle à partir du moment où vous êtes rentré, vous payez vos 50 balles de prime, point. Donc ça veut dire que si vous perdez plus, ben, vous allez vous dire ah non, il a perdu 200 balles, j'ai pas envie de payer les 200 balles, donc je fais valoir mon droit. Le fait de faire valoir mon droit, je paye uniquement le prix de la prime. J'ai payé uniquement le prix de la prime, donc je perds uniquement la valeur de la prime. Point. C'est tout. Donc en fait, Donc la perte de la prime dépend de si on décide de garder ou pas la position. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que si tu décides, si tu décides de Quel la que soit garder, quel que soit si tu décides de la garder, c'est que la prime est moins rentable, si tu veux, que la perte officiellement. C'est-à-dire que, imaginons, le marché est à 5000. Il reste à 5000, tu as perdu la prime quoi qu'il en soit. La prime, tu l'as payée pour pouvoir entrer en position. Donc tu perds ta prime. Donc c'est fini la prime. ouais. Donc tu l'as perdu. Tu es à 5000, tu restes à 5000, tu as perdu ta prime. C'est comme si tu avais payé. En fait, tu payes la prime, c'est payer le droit. Le droit Le droit de te rétracter. Ok. Donc tu payes le droit. Tu payes pas l'obligation, tu payes le droit. D'accord? Donc tu payes un droit. Et cette prime-là, tu as 5000. Si tu perds plus de 5000, 50, 100, 200, 300, 400, on s'en fout, que le marché s'écroule, ben, tu payes la prime. Pas plus. Pas plus, pas moins. Le marché continue à monter. Bon, ben, à ce moment-là, t'encaisses. T'encaisses le positif. Ok, donc on ne sait pas combien d'encaisse. Enfin, ça dépend ça Ben, dépend de l'asset et ça dépend ça dépend de... de combien le marché monte. Imaginons qu'il est monté de 100 balles, ou qu'il est monté de 200, ou qu'il est monté de 300. On s'en fout. Tant qu'il monte, tu prends. La différence, c'est que sur le marché futur, tu vas souvent utiliser des SL pour te protéger. Un SL, c'est une position opposée, donc ça te permet de rentrer dans une position, donc d'avoir l'obligation d'acheter, et du coup tu te sers de l'obligation de vendre pour vider ton stock, avoir en ton stock d'actions un achat, une vente, donc ça s'annule. Et donc tu vas te servir de ça pour limiter ta perte potentielle. D'accord? Officiellement, si tu ne mettrais jamais de SL, la perte potentielle est illimitée. La différence avec le marché des options, il existe également des SL, mais ils ne sont pas vraiment utiles. C'est bizarre de dire ça comme ça, qu'un SL n'est pas utile, mais là, c'est le cas, il n'est pas utile, parce que quoi qu'il en soit, ton SL, ben, c'est plus ou moins la C'est prime. comme C'est la prime. la prime. Alors la prime, elle n'est pas forcément de 50. Je vais vous expliquer aussi comment est composée la prime et à quoi correspond cette prime. Mais cette prime, c'est ce que tu payes, point. Donc tu as payé ça, c'est ce que tu te prépares de perdre, point. Tu perdras pas plus. Donc tu perds tes 50 balles, tu as perdu tes 50 balles. Et ce qui est bien, c'est que malgré tout, avec le marché des options, c'est que ta perte potentielle est déjà définie à l'avance. Il n'y a pas de mode espoir comme on peut avoir des fois avec le mode futur, avec le futur, où tu te dis tiens je vais décaler mon essai, je vais mettre plus loin, plus de pertes potentielles, etc., etc. Ben non, là en fait ta perte potentielle c'est la prime, point.
Donc tu peux pas perdre plus. Donc tu vois, c'est quand même intéressant dans l'histoire. C'est que pour ceux, en tout cas, qui n'arrivent pas à gérer du tout un SL, au moins le marché des options, il a ce paramètre-là qui est prédéfini à l'origine. Tu sais dès le début combien tu vas payer ta prime. Donc ben, tu payes ta prime, point final, c'est tout. Et c'est réglé quoi. Donc c'est prédéfini au départ, donc tu sais déjà. À l'origine même, dès que tu rentres en position, tu sais déjà. Donc le problème est résolu, tu vois. Donc ça c'est intéressant avec le marché des options. Il y a, alors tous les deux sont des marchés, sous-jacents, dérivés. Le sous-jacent, c'est perturbant parce qu'il y a plusieurs explications du sous-jacent. Nous, quand on parle de futur, on a tendance à dire le sous-jacent en futur, c'est le sous-produit. C'est-à-dire que le YM est officiellement le sous-jacent du Dow Jones. C'est ce qu'on a tendance à dire, et on a tendance à dire également que le sous-jacent, donc c'est le YM, c'est le sous-produit du Dow Jones, et le Dow Jones, c'est ce qu'on appelle le spot. C'est le discours que nous on a dans les futurs. Dans le marché des obligations, il y a quand même une toute petite différence, il y a des petits trucs comme ça qui sont légèrement différents. Le spot, c'est le prix défini actuel. C'est le prix actuel du marché, point. C'est le prix de maintenant, tout de suite. Tu auras tout de suite le marché, le prix, c'est le spot, point. Le sous-jacent, ça peut être le produit de référence sur lequel le marché est valorisé. Par exemple, s'il est valorisé sur le ES, le sous-jacent, c'est le ES. Et si tu pars dans cette optique-là, on aurait tendance à dire même l'inverse. On aurait tendance à dire que le ES est un produit dérivé du ESP500, et donc le ESP500 est officiellement le sous-jacent. Alors ça dépend où il est placé dans la chaîne, si tu veux. C'est qui va servir de référence. Si tu prends une option qui est basée sur le ES directement, c'est le ES qui est le sous-jacent. Si c'est le ES qui est référencé par rapport au SP500, le ES est donc le dérivé et le SP500 est le sous-jacent. Donc là, il y a quand même une petite différence avec ce que nous on appelle sur les futurs. Nous, le futur, c'est beaucoup plus simpliste. Le sous-jacent, c'est le produit sur lequel on travaille. Donc par exemple le YM, et le véritable produit, c'est le spot, c'est le Dow Jones par exemple. Donc nous, il y a une petite inversion à ce niveau-là entre les options et les futurs. Mais officiellement, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Donc ça, c'est important. Donc le ES, vous connaissez. Le ES, c'est un dérivé du SP500. Le NQ sur le futur NQ, c'est un dérivé du Nasdaq 100. Le futur pétrole, donc le WTI ou le Brent par exemple, ce sont des dérivés du prix du pétrole, du prix du baril de pétrole. Donc les futurs sont des dérivés le plus proche possible du marché réel. Et souvent c'est ce qu'on appelle le prix de référence en fait. Le marché réel, c'est le prix de référence, et le futur reste le prix de référence. Souvent, vous avez des comment ça s'appelle, des brokers CFD. Alors, on repart un petit peu sur les CFD également, mais c'est intéressant parce que ça permet de comprendre un petit peu les fonctionnements de sous-jacents, etc. Vous avez beaucoup par exemple, si vous prenez, alors comment il s'appelle déjà, vous prenez, ça doit être le DAX 30 sur les CFD. En général, comme produit de référence, c'est le futur. Donc en fait, ils vont se référer alors au sous-jacent, le futur. Donc ils vont se référer au futur. C'est un dérivé du futur. C'est pas un dérivé du réel marché. C'est un dérivé du futur. Donc en fait, c'est une étape intermédiaire.